Pour moi, l'architecture, bien évidemment, il y a des projets d'architecture, mais il y a aussi un travail sur le langage de l'architecture. Alors peut-être il y a eu certaines discussions ces derniers temps sur la relation entre l'art et l'architecture, et le fait des questions aussi par rapport à certains architectes qui peuvent présenter parfois leur travail dans le cadre de musées ou d'expositions. Et peut-être pour clarifier cette chose-là, parce que parfois il y a des malentendus par rapport à cette relation entre art et architecture, il ne s'agit pas du tout pour moi de travailler dans un autre champ, il s'agit en fait de travailler dans le champ de l'architecture, de travailler l'architecture elle-même, mais non pas seulement comme une application d'éléments d'architecture qui auraient déjà été définis, mais dans la définition même des éléments ou la redéfinition des éléments eux-mêmes de l'architecture. C'est-à-dire que je pense que l'architecture est un langage et que ce langage nécessite des éléments, des mots, des manières de conjuguer ou de former des phrases, et on doit en fait toujours en fait redéfinir ces éléments, c'est-à-dire on doit toujours redéfinir, comprendre quels sont ces éléments aujourd'hui, de quelle manière ils se modifient à travers le temps et comment on peut travailler l'architecture aujourd'hui. Alors effectivement la question des éléments d'architecture, on connaît les éléments traditionnels de l'architecture qui pouvaient être la colonne, le mur, l'escalier, la façade, et ces éléments-là étaient ensuite composés selon différentes règles énoncées par Alberti ou par Vitruve avant, des règles d'équilibre, de symétrie, c'est-à-dire qu'il y avait une manière d'ordonner ces différents éléments. Et des éléments qu'on peut connaître aussi, c'est le plein, le vide, l'ombre, la lumière, des éléments de ce type-là. Et si on se pose la question des éléments d'architecture aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement il y a eu des glissements, il y a eu des éléments qui ont peut-être disparu, il y en a d'autres qui sont apparus, et qu'on s'aperçoit que si on prend par exemple l'élément de la lumière pendant longtemps était un élément abstrait ou un élément qui servait peut-être à mettre en valeur des objets ou pour pas se cogner dans un mur ou pour pouvoir lire ou pouvoir voir quelqu'un, et on s'aperçoit en fait que cette notion abstraite de la lumière ou cette notion inorganique de la lumière en fait s'est modifiée au cours du XXe siècle et a pris une dimension organique, une dimension biologique que je vais montrer tout à l'heure. Donc on s'aperçoit que finalement des éléments courants du langage architectural se sont modifiés ou d'autres ont été inventés. Et je pense que l'architecture, c'est un travail de ce type-là, c'est-à-dire qu'on doit redéfinir les éléments et retravailler avec ces éléments-là. Donc la question de l'art, en fait pour moi, quand l'architecture est de l'art, c'est qu'il y a un travail radical ou un travail à la racine comme ça de l'architecture, à la racine des éléments d'architecture, un questionnement sur les éléments d'architecture et sur la manière de redéfinir et de recomposer l'architecture en fonction de ces éléments. Alors, pour peut-être rapidement, pour dire ce qui m'intéresse, quels sont les éléments d'architecture, quelles sont les nouvelles compositions que je vois, c'est effectivement des notions de physiologie d'un côté, dans le microscopique, et de l'autre côté des notions de météorologie, c'est-à-dire que je pense que l'architecture, en fait, c'est augmenté, c'est élargi, que le champ de l'architecture s'est élargi, comme ça, entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Alors, le titre Architecture météorologique, c'est le titre d'un livre qui va sortir en avril, que je prépare, et qui cherche à peut-être à définir des nouveaux éléments d'architecture, comme la chaleur, la vapeur, la lumière, l'air, qui seraient peut-être parallèles à la colonne, l'escalier, le mur, le plafond, et essayer de comprendre comment ces éléments peuvent recomposer une architecture. Alors si je pense que ces éléments sont aujourd'hui importants, c'est pour plusieurs raisons. D'une part, je pense qu'il y a un processus historique de l'architecture qui, si elle s'est centrée pendant très longtemps sur la question du plein, sur la question du visible, en fait, progressivement et assez tardivement en réalité, c'est-à-dire à partir du XVIIIe siècle, ça s'est progressivement
progressivement, ça s'est étendu à des questions d'invisibilité, c'est-à-dire que si autrefois on avait on avait une sorte de dichotomie très claire entre le plein et le vide, on a progressivement compris que le vide n'était pas vide, qu'en réalité c'était une sorte d'atmosphère qui avait un certain poids, ce qu'on a commencé à découvrir au XVIIIe siècle avec des chimistes anglais qui ont compris qu'il y avait un poids de l'air. Et puis, au XIXe siècle, avec Pasteur, on a compris que l'air était plein de microbes, plein de particules, plein de rayonnements électromagnétiques, différentes choses. Donc, ce vide-là, progressivement, a pris de la valeur, a pris de l'épaisseur et est devenu un élément important de la compréhension. Et si le vide me semble essentiel pour des notions d'architecture, c'est que bien évidemment, avant tout, l'architecture, c'est la définition d'un climat. C'est-à-dire que l'origine de l'architecture, on peut symboliquement la placer en disant que au paradis terrestre, au jardin d'Éden, il n'y avait pas d'architecture, la température extérieure était celle du corps, hein, et on pouvait y habiter nu. Et c'est au moment où on sort du paradis, où la pluie commence à tomber, le froid arrive, c'est à ce moment-là qu'il y a l'invention d'architecture, c'est-à-dire que finalement, très littéralement, on peut comprendre que chacune des maisons est la reproduction d'un espèce de mini paradis terrestre en intérieur, tandis qu'à l'extérieur, c'est l'hiver, c'est la pluie, c'est le froid, tandis qu'à l'intérieur, c'est une espèce de printemps perpétuel qu'on vient recréer. Donc c'est très fondamentalement la raison de l'architecture et cette reproduction comme ça d'un espèce d'endroit, de climat intérieur où les paramètres climatiques sont modifiés, où un certain climat est reproduit. La deuxième chose, c'est la question du développement durable et du réchauffement climatique, c'est-à-dire que en parallèle de cette connaissance du vide qu'on commence à avoir depuis le XVIIIe siècle, avec cette mission fondamentale de l'architecture qui est de travailler sur les climats, il y a ce phénomène actuel du réchauffement climatique qui rend important cette compréhension du climat comme réalité et qui induit en fait au niveau architectural des modifications de la manière de dessiner un plan, de penser une façade à travers des nouvelles techniques qui sont des isolations très performantes avec des renouvellements double flux, avec des gestions des vapeurs, des taux d'humidité à l'intérieur du bâtiment. Donc finalement la réduction, puisque le but du développement durable appliqué au bâtiment très simplement, c'est de réduire l'énergie consommée pour réduire les gaz à effet de serre dégagés, et les objectifs sont de réduire en fait l'émission et la consommation d'énergie par un facteur de 4 ou de 8. Et ces mesures-là ne passent pas tellement par les matériaux. C'est plus la situation des années 70 où on travaillait plutôt sur les matières, mais c'est plus vraiment sur l'énergie dépensée dans le bâtiment lors de son fonctionnement pour la production du chauffage et de l'eau chaude. C'est essentiellement à ce niveau-là que se produit la dépense. Donc toutes les mesures qui sont appliquées par rapport à ça tentent de réduire, de travail en fait sur les données invisibles du bâtiment, sur les techniques du bâtiment, sur la question du chauffage, de la ventilation, de l'isolation et des éléments finalement qui sont énoncés ici. Alors, je vais présenter différents projets liés à ces éléments. Et donc, d'abord, en fait, vous verrez, parce que je vais présenter ça de manière à la fois à travers des expositions qui ont été faites et ensuite à travers des bâtiments qui, d'une certaine manière, appliquent cette recherche fondamentale qui est faite lors des expositions, cette recherche sur un langage architectural qui est ensuite mis en pratique dans les projets. Alors, le premier, c'est la question de la chaleur, que je vais illustrer par un projet qui a commencé en 2008 à travers une première proposition qui a été présentée à la Biennale de Venise dans les Cordeliers,
qui est ce qui a pris le titre de Digestible Gulf Stream, c'est-à-dire l'idée d'un Gulf Stream. Le Gulf Stream, c'est ce courant marin qui est finalement le même fonctionnement qu'un courant aérien, c'est-à-dire dans une épaisseur un peu plus lourde qu'est l'eau, mais c'est ce phénomène de convection, c'est-à-dire que un courant d'air chaud se forme, remonte depuis le golfe du Mexique, monte jusqu'à l'Europe, traverse l'Europe, et puis redescend, et c'est ce courant chaud qui vient de l'hémisphère, qui vient de l'équateur, qui vient réchauffer l'Europe et apporter cette chaleur-là. Et en retour, il y a des courants froids qui redescendent vers Alors, cet élément me semble important parce que il y a une sorte de dynamique. Dans l'idée du Gulf Stream, il y a une dynamique parce qu'il ne s'agit plus d'être dans une situation statique, et il s'agit d'être dans une situation dynamique où un mouvement de convection se crée entre le chaud et le froid. Une sorte de vent miniature se crée et crée une situation dynamique. Alors, cette question de la température, en fait, elle se résume ici par des données des Suisses, des recommandations suisses pour le bâtiment, pour la maison. C'est-à-dire que pour essayer de diminuer donc les gaz à effet de serre, la consommation d'énergie fossile, on cherche aujourd'hui à minimiser les températures produites dans le bâtiment. Donc on va en fonction de l'habillement et en fonction de l'activité proposer différentes températures, c'est-à-dire entre 15 degrés Celsius et 22 degrés Celsius. Alors 15 degrés Celsius, c'est les corridors ou les toilettes, c'est-à-dire c'est des endroits où on ne fait que passer, et on imagine que le temps qu'on passe dans un couloir à 15 degrés, on n'a pas le temps de se refroidir, donc on peut avoir une température assez basse. On monte progressivement, donc la chambre à coucher, c'est 16 degrés parce qu'on est dans un lit, on est dans une couette, donc on peut avoir une température ambiante assez faible. Ensuite, on monte à la cuisine à 18 degrés. Alors là, on est debout, donc on a une activité légère physique, on bouge le corps. Et cette énergie qu'on produit en bougeant le corps nous permet de chauffer l'espace uniquement à 18 degrés. Ensuite, progressivement, on se stabilise, enfin, on bouge moins dans un séjour, on est assis dans un canapé, et on chauffe à 20 degrés, parce que si on chauffait que à 18 degrés, au bout de quelques dizaines de minutes, on commencerait à avoir un peu trop froid, donc 20 degrés est une température agréable. Et le dernier, c'est le 22 degrés, c'est la salle de bain, qui est la pièce la plus chaude de la maison, parce que on y est nu, et donc et la nudité n'est pas compensée. Donc c'est ces 22 degrés qui correspondent à cette nudité. Alors ça peut sembler être assez petit, assez minimal comme différence, mais en réalité, on se dit que si toutes les chambres à coucher de France et de Suisse sont à 16 degrés plutôt qu'à 21 degrés, ça fait 6 degrés 5 degrés par maison, et ça fait une économie énorme d'énergie à la fin. Donc on peut se dire que ce type de résultat est intéressant. Il est d'une manière citoyenne, si on veut lutter contre le réchauffement climatique, on se dit que c'est des résultats intéressants. Mais ensuite, on peut aussi être critique par rapport à ça et se dire on est en train de réintroduire une sorte de nouveau fonctionnalisme, c'est-à-dire que pourquoi on devrait chauffer toutes les salles, pourquoi je devrais être dans une chambre qui fait que 16 degrés, et il y a une sorte peut-être de gêne qui peut naître de cette condition. Mais je pense que, en réalité, en tant qu'architecte, on ne doit pas prendre ça, on doit prendre ces éléments comme un élément de moteur du projet d'architecture et être critique par rapport à ces éléments et les déployer autrement pour transformer le langage de l'architecture. Là, on voit juste ces diagrammes comme ça qui montrent la relation entre si on est tout nu ou très bien habillé, et si on est sans mouvement ou en bougeant beaucoup, et on comprend que les températures sont en rapport avec ça. On sait que les salles de sport, par exemple, on les chauffe plutôt à 14 degrés parce qu'on bouge beaucoup le corps, et donc on n'a pas besoin de chauffer trop fortement.
Un autre point intéressant, c'est une loi physique d'Archimède. On sait que l'air chaud monte et l'air froid descend. C'est-à-dire que il y a une répartition comme ça dans une pièce qui n'est pas neutre, enfin qui n'est pas homogène. C'est-à-dire que quand on chauffe avec un radiateur, c'est ce qu'on voit ici. En réalité, un radiateur, l'air chaud monte, c'est le plafond, le sol. Donc si on veut avoir 21 degrés peut-être ici, on va chauffer pour être 21, mais l'air chaud va monter, et puis l'air chaud va s'accumuler en fait sous le plafond, parce qu'on est dans ce mouvement d'Archimède, et que même si par exemple on a froid aux pieds, parce qu'en relation avec le corps humain qui a moins de sang, moins de chaleur au niveau des pieds, on va vouloir compenser ça. Mais quand on a un chauffage par radiateur, on peut tourner encore plus fort le radiateur, on va chauffer toujours encore plus sous le plafond, mais finalement en bas, ça ne va pas changer grand-chose. Donc la courbe idéale, si on veut, du chauffage, ça serait celle-là, c'est-à-dire que d'avoir plus chaud aux pieds, un peu moins ici, et puis sous le plafond, comme on n'y habite pas, on peut avoir moins 10, donc c'est ça, cette courbe idéale. Alors ici, de la même manière, en réalité, ça peut aussi sembler totalement mesquin et pas très intéressant, mais en réalité, très souvent, on peut mesurer ça dans une chambre. On a réellement 27 degrés ou 28 degrés sous le plafond, alors qu'il fait 20 degrés au niveau des pieds. Et ces 7 degrés supplémentaires qu'on a à 27 degrés, c'est toute l'énergie perdue, et si on multiplie ça de nouveau par le nombre de chambres, ça fait aussi une énorme quantité d'énergie qui est perdue. Alors là on voit le phénomène d'Archimède, c'est-à-dire l'air chaud est plus léger et donc et monte et l'air froid descend. Alors par rapport à ça, comment avec tous ces éléments qui modifient en fait la perception d'un espace, la manière de penser les températures dans l'espace, en fait, de quelle manière, en tant qu'architecte, on peut travailler avec ces éléments. C'est-à-dire comment on peut réinventer une manière de penser l'espace liée à ces quelques éléments qu'on connaît aujourd'hui. Donc, en fait, la proposition pour la Biennale de Venise, c'était de créer une sorte de polarisation thermodynamique de l'émission de la chaleur dans une pièce. C'est-à-dire se dire, si on a deux radiateurs, comme ça, si on a un radiateur chaud ici et froid en bas et plus bas, en fait, ça va stratifier en deux, ça va créer une sorte de symétrie, enfin une homogénéité, c'est-à-dire l'air chaud va monter, l'air froid va descendre, et on va être dans une situation stable, dans une situation d'équilibre, et au niveau thermodynamique, c'est une situation en fait de mort thermique, d'entropie, c'est-à-dire que progressivement ça se stabilise. Et tandis que si on crée ce déséquilibre, c'est-à-dire on monte le froid, un radiateur froid plus haut que le radiateur chaud, on va créer un déséquilibre. Et ce déséquilibre va entraîner un espèce de mini-mouvement de Gulf Stream, comme ça, un mini-mouvement de convection, c'est-à-dire l'air chaud monte, mais il va toucher un moment la surface froide, donc il va retomber, et il va créer en fait une sorte de vent miniature, ou de paysage thermique miniature à l'intérieur du bâtiment. C'est-à-dire qu'il va, tout d'un coup, plutôt que d'être dans une situation banale d'avoir de l'air chaud en haut et de l'air froid en bas, on va commencer à travailler sur une division comme ça de l'émission de la chaleur pour mieux répartir dans l'espace les températures, et en même temps, tout d'un coup, on invente un paysage thermique, c'est-à-dire que l'architecture, finalement, elle est plus réellement sur la question de la couleur du mur ou sur la texture du mur, mais elle devient en fait la matière même de l'espace, la qualité thermique, la qualité du vide lui-même. Donc, on voit aussi apparaître différentes zones, c'est-à-dire que là, ici, dans le projet pour la Biennale de Venise, on est parti sur deux extrêmes, on est parti sur 12 degrés Celsius et 28 degrés Celsius. Et donc on voit apparaître, ici on est à 28 degrés, ici, là on sera à 20 degrés, là à 18, et là à 15, c'est-à-dire qu'on voit tout un paysage thermique avec différentes zones qui apparaissent. On voit également apparaître certaines formes comme ça, qui peuvent devenir intéressantes ensuite dans la manière de penser le climat. Alors, ce principe-là, c'est réellement pour moi un travail sur le langage de l'architecture, c'est-à-dire c'est
comme c'est la réinvention l'invention d'une manière de penser l'espace et de dessiner l'espace en fonction de connaissances qu'on peut en avoir aujourd'hui et d'enjeux aussi liés à des objectifs de réduction d'énergie et de développement durable. Mais la question du développement durable ici n'est pas comme une couche en plus sur un projet qui aurait été pensé autrement, qui aurait été pensé selon des logiques des années 80 ou 90. C'est-à-dire que c'est en fait le développement durable qui invente son propre langage et qui invente des nouveaux outils pour dessiner l'architecture. Donc c'est pris comme une nouvelle liberté, comme des nouveaux outils pour dessiner l'espace. Alors on voit la présentation à la Biennale où on avait ces deux grandes plateformes, une dans laquelle était remplie de tubes dans lequel circulait de l'eau froide à 12 degrés, ici à 12 degrés, et ici donc à 28 degrés. Donc finalement, visuellement, c'était plutôt simple, plutôt pauvre, mais thermiquement, il y avait ce courant qui se créait de cet air chaud qui montait, qui redescendait, qui commençait à définir différentes zones. Alors, peut-être pour être très franc, je dois dire que quand ce projet a été pensé, je ne connaissais pas forcément l'application de ça. C'est-à-dire que ça me semblait être intéressant d'engager une sorte de déséquilibre thermodynamique dans l'espace, dans la manière de gérer l'espace, d'inventer l'espace. Alors aussi peut-être d'une manière plus comme une interprétation. Ici on se trouve peut-être avec une sorte d'endroit où la nudité est possible, où c'est une sorte d'été perpétuel, ou alors c'est de journée, et de l'autre côté on a une sorte d'équateur aussi, et puis ici on a une sorte de pôle Nord, d'hiver perpétuel, d'endroits où on est plus habillé. C'est-à-dire que finalement on a une polarisation qui se crée entre ces deux éléments et qui ouvre à des comportements. Donc une première application comme ça de ce principe, c'est un projet pour Dominique Gonzalez-Foster, qui est une artiste française, qui m'a commandé donc l'été 2008 un avant-projet pour une maison qu'on doit construire, qu'on réaliserait en fait dans la campagne à côté de Paris. Et donc elle m'a donné une carte blanche par rapport à ça, c'est-à-dire qu'elle avait quelques envies de fonction, mais en même temps elle a préféré se laisser surprendre par le travail de l'architecte et donc voilà, elle n'a pas défini de fonction au départ. Et le travail, en fait, on est reparti sur cette modélisation, donc avec un programme informatique, le projet peut être adapté ensuite en fonction du budget, en fonction des mètres carrés. C'est-à-dire qu'on est parti sur une hauteur c'est une coupe, sur une hauteur de 6 mètres par 10 mètres, c'est-à-dire que c'est une maison de 120 mètres carrés, 100 mètres carrés, 120 mètres carrés, c'est-à-dire on peut la réadapter. Et dans cet espace, dans ce volume-là, on a cherché en fait comment positionner ces deux radiateurs, comment créer ce déséquilibre thermique à l'intérieur et quel type de paysage ça pouvait générer. Donc finalement, après quelques modélisations, on les a placés de cette manière-là. Et on est parti, alors cette fois-ci, sur les deux extrêmes, les deux limites hautes et basses du confort, entre 15 degrés, qui est le corridor ou les WC que je montrais tout à l'heure, et les 22 degrés de la salle de bain. C'est-à-dire que finalement, plutôt que de chauffer pièce par pièce, là à 15 degrés, la chambre d'à côté à 22 degrés, la suivante à 21 degrés, comme ça, on se dit que finalement cette réalité thermique de la maison contemporaine pourrait inventer la forme de la maison elle-même, la manière de composer la maison. Donc on a mis en place ces deux, ce radiateur froid, enfin c'est froid entre guillemets puisqu'il est quand même à 16 degrés, et à 22 degrés, donc la moyenne, le normal de température dedans est de 19 degrés, donc c'est plutôt une économie d'énergie par rapport à une maison qui serait à 20 degrés ou à 21 degrés. Donc une fois qu'on a introduit ces deux sources de chaleur,
on voit se dessiner différents paysages, enfin tout un paysage thermique invisible qui se dessine à l'intérieur de la maison avec différentes zones de température et on peut venir les cartographier, donc à 20 degrés ici, 19, 16, 17, 18. Et en fonction des recommandations suisses que je montrais tout à l'heure, on peut se dire que ici, ça serait plutôt la chambre à coucher, ici plutôt la salle de bain, en fonction des températures. Ensuite, on introduit le mobilier à l'intérieur. Et en même temps qu'on introduit le mobilier, après on vient relier les différents espaces en fonction de ces températures, c'est-à-dire qu'à un moment, on sort des deux dimensions, enfin du plan, pour travailler en volume, et donc les planchers eux-mêmes, la forme de la maison, en fait, prend une certaine épaisseur, une certaine hauteur, en fonction des variations thermiques induites par les deux sources de chaleur. Donc on a ces objets-là, et qu'on vient relier ensuite par les planchers. Donc on dessine ensuite la coupe en fonction des différentes températures. Et puis on a un résultat, c'est-à-dire finalement toute la maison est un volume, comme ça, comme une atmosphère. L'architecture devient comme une atmosphère et comme un climat dans lequel qui est comme une espèce de finalement de planète Terre, mais appauvrie avec un équateur et un pôle Nord, mais appauvrie à la dimension domestique, avec ensuite le séjour qui trouve une place ici, la salle de bain, le radiateur chaud est ici, là-dessous, donc avec les 22 degrés qui sont là, les 20 degrés ici, les 16 degrés ici, les 18 degrés ici, et puis comme vous voyez, en fait, l'ensemble de la maison serait réalisée en lattes de bois pour laisser, ouverte, pour laisser passer l'air partout, pour que finalement tout l'air puisse migrer librement à l'intérieur. Et le paysage qui naît, la manière de penser la maison naît de cette introduction de ces deux chauffages. Et puis on retrouve peut-être des comportements qu'on connaissait naturellement, c'est-à-dire l'idée de transhumance ou l'idée de migration, c'est-à-dire qu'on peut effectivement se déplacer à l'intérieur de la maison, comme en Suisse quand on monte en été aux alpages et on redescend en plaine en hiver, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités comme ça de migration à l'intérieur d'un paysage thermique qui est en fait composé dans les réalités du développement durable et des nouvelles techniques de chauffage actuel dans un but de réduction des gaz à effet de serre. Alors c'est l'image la plus inintéressante, mais c'est celle qui a été prise pour le poster. Voilà. Alors, de la même manière, ensuite, on a travaillé sur un projet de musée d'une manière tout à fait similaire, c'est-à-dire que finalement, on a pris l'ensemble du volume d'un musée qui s'est polarisé en fait sur les 22 degrés qui peuvent correspondre aux bureaux dans un musée et aux 16 degrés qui peuvent correspondre à des stockages, et les lieux d'exposition sont plutôt à 18 degrés. Donc on vient en fait finalement dans les axonométries, le rez-de-chaussée jusqu'au 4e étage. Donc dans ce volume-là où finalement l'air se promène partout, c'est comme une atmosphère globale avec ces deux pôles de chauffage, le chaud ici et le froid ici. On vient créer une atmosphère et ensuite chercher, comme on le fait dans un paysage naturel, où on va chercher une place particulière en fonction du soleil pour construire une maison ou pour s'implanter. On va venir ici chercher, par exemple, ici c'est toutes les parties de bureau, et ici, effectivement, entre dans les parties plus tièdes, ça sera toutes les parties de lieux d'exposition. Et l'ensemble, en fait, de l'architecture laisse passer l'air et on vient construire à l'intérieur comme ça dans ce climat.
Voilà. Alors, je vais prendre un deuxième élément de cette architecture météorologique qui serait la question de l'humidité. En présentant un projet qu'on avait fait à Vassivière dans le Limousin pour une charte architecturale et urbaine, c'était des préconisations pour la région, pour le développement de l'architecture de la région liée au développement durable. Alors, ici, on est parti sur la question de l'humidité, donc parce que aussi pour une raison sur place, en fait, c'est un lieu très humide. Enfin, il y a énormément d'humidité à Vassivière et il y avait des problèmes de maisons de vacances qui avaient été réalisés, qui avaient moisi à cause d'une étanchéité trop forte, enfin pas d'une étanchéité de la façade et d'un manque de renouvellement d'air. Et on sait qu'on doit renouveler l'air. En fait, c'est la raison de la ventilation. C'est en premier lieu le renouvellement en fait de l'air, de l'humidité qu'on dégage en fait en respirant. Parce que quand on est dans un espace, il y a peut-être 45% d'humidité relative dans l'air. Et on prend cet air dans les poumons, et les poumons, en fait, lors de la respiration, donnent énormément, charge en fait cet air de vapeur d'eau qui ressort en fait à 90-95% d'humidité relative. Donc on vient en fait charger progressivement, l'air de vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau, en fait, elle peut selon la température, l'air peut contenir une certaine quantité de vapeur d'eau, et si on dépasse un certain seuil, l'air ne peut plus contenir cette vapeur qui se retransforme, en fait, qui se condense et qui se transforme en humidité, en liquide. Donc c'est le phénomène de la brume ou de la pluie, et c'est le phénomène des moisissures aussi, c'est-à-dire que quand la vapeur d'eau touche une surface plus froide, un mur plus froid, il y a la température autour du mur ne peut pas contenir autant de vapeur d'eau, et donc il y a condensation. Alors, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a différents rapports en fait entre la manière d'habiter et la production de vapeur d'eau. C'est-à-dire que si on dort en respirant, on respire moins, et donc on dégage que 40 grammes de vapeur d'eau en 1 heure. Tandis que si on est éveillé, si on bouge, si on parle, on en dégage 150 grammes. Et si on utilise une cuisine, on en dépense 500 grammes en 20 minutes, et une douche, on dégage énormément de vapeur d'eau dans l'air. Alors, ces éléments-là, on les connaît, et on sait que si on doit renouveler l'air aujourd'hui, on doit... parce que comme on a des isolations très fortes, des nouveaux bâtiments, des isolations périphériques, des isolations thermiques qui peuvent faire 20 cm, voire 40 cm dans les choses les plus performantes aujourd'hui, on a des bâtiments totalement étanches, totalement enfermés en eux-mêmes, et on doit renouveler l'air à l'intérieur. Donc pour renouveler l'air, autrefois, ça se faisait par des fissures, ça se faisait parce que les joints étaient mal faits, donc il y avait un renouvellement naturel. Mais si ce renouvellement naturel continue à exister, on perd beaucoup de chaleur par ces joints mal faits. Et donc aujourd'hui, on a des enveloppes très étanches. La deuxième chose, on pouvait aussi ouvrir les fenêtres, comme ça se faisait dans les écoles, ou entre les cours, on ouvrait les fenêtres pour ventiler, pour changer l'air. Mais là aussi, s'il fait moins 10 à l'extérieur et qu'on ouvre la fenêtre, on fait rentrer des grosses quantités d'air froid qu'on doit réchauffer de moins 10 à 20 degrés. Donc alors la technique aujourd'hui qui est la plus performante, c'est le renouvellement d'air double flux. C'est-à-dire qu'on va changer l'air nécessaire en fonction du nombre de personnes et en fonction de l'usage qu'il y a à l'intérieur de la Voilà, on va changer l'air en fonction du nombre de personnes à l'intérieur et en fonction de l'activité. C'est-à-dire que si on est très actif, il y aura un plus grand changement d'air, et si on est moins actif, moins.
Et donc pour faire ça, on va utiliser donc ces renouvellements d'air double flux. Alors on le voit après, c'est-à-dire que c'est le fonctionnement de ça, c'est on prend l'air à l'extérieur qui est amené en fait dans l'intérieur. Là, bon, il est amené, l'air frais donc est amené dans l'extérieur. Ensuite, il est repris. Et en étant repris, il préchauffe, si on veut, l'air qui rentre. Donc, c'est-à-dire que s'il fait moins 10, on va le préchauffer à 5 degrés, 10 degrés, et puis donc on économise en fait l'énergie parce qu'on préchauffe l'air qui rentre. C'est ce qu'on voit ici. Donc, il y a l'air frais qui rentre, qui est mis dans l'intérieur du bâtiment, qui ressort, et en ressortant, il redonne sa température à l'air chauffant. Alors, il y a une chose qui est intéressante de ça, c'est que ça induit aussi, au niveau domestique, une nouvelle typologie qui est une répartition typologique de la maison en fonction des espaces les plus secs aux espaces les plus humides. Parce qu'on va amener l'air frais dans les pièces les plus sèches, qui va progressivement migrer à travers les maisons, se charger d'humidité et ressortir dans les endroits les plus humides. C'est-à-dire on évite de faire le contraire, c'est-à-dire on ne va pas mettre l'air frais dans les salles de bain qui vont ramener de l'humidité ensuite dans les chambres à coucher, c'est toujours du plus sec au plus humide. Alors ça aussi, c'est une réalité invisible, si on veut, du bâtiment d'aujourd'hui, liée aux techniques de renouvellement d'air, liées au développement durable et à la réduction d'énergie. Et plutôt que de les subir comme ça, comme une couche technique qu'on vient, on se dit qu'on peut les prendre en amont du projet et se dire que les typologies aujourd'hui sont moins des typologies liées issues du 19e siècle avec le corridor et la chambre à coucher, avec des pièces qui sont définies selon des critères sociaux ou des critères en fait hérités, on sait, du 19e siècle, donc l'invention du corridor avec la salle de bain, enfin, la chambre à coucher, le salon, enfin, cette idée que chaque pièce a une identité et une fonction. Ici, en fait, c'est des données physiologiques, des données physiques de la vapeur d'eau qui vont réinventer une organisation spatiale. Alors, le projet lui-même, il devient en fait littéralement une application comme ça de ce principe, c'est-à-dire que la maison se forme entre les pièces les plus sèches et les pièces les plus humides. C'est-à-dire que c'est cette stratification comme ça de la vapeur d'eau qui va organiser le plan de la maison. La coupe, de la même manière, s'organise de ça, c'est-à-dire qu'on passe des pièces peut-être à 30% d'humidité relative, qui passent à 50, à 70, à 90, jusqu'à 100% à tomber dans le lac lui-même, c'est-à-dire qu'on passe dans l'eau dans l'eau du lac elle-même. C'est-à-dire que la maison devient en fait une progression, une variation comme ça des taux d'humidité entre le sec et l'humide. Alors, là on voit le plan. Donc, l'air frais est apporté ici, il migre progressivement de manière contrôlée et il est repris dans la technique du double flux. On voit la coupe. Et là, il y a une invention. Alors tout d'un coup, il s'agit plus de la pièce, il n'y a plus réellement de fonction aux pièces, mais ici, c'est à la fois une cuisine, une salle de bain, un séjour. C'est-à-dire que c'est plus une organisation sociale qui compose la maison, c'est une organisation des taux d'humidité. Alors ça peut sembler provocateur, on voit ce type d'espace comme ça, ou alors ici cette espèce de salon-piscine, où là on voit ces différentes pièces les unes derrière les autres, là le plus humide au plus sec tout au fond, en passant par des étapes intermédiaires. Mais il y a peut-être à travers ce travail-là, une idée, une conscience aussi du fait que finalement le paysage typologique dans lequel on habite, et c'est un paysage récent, on sait que c'est un paysage qui date du début du 19e siècle, de l'émergence de la bourgeoisie, de l'invention typologique du corridor, et qu'au XVIIIe siècle, par exemple, ou avant, quand le Bernin avait répondu au concours du Louvre pour Louis XIV,
dans le plan qui avait été dessiné, aucune fonction n'était déterminée. C'est-à-dire que chaque pièce était équivalente. Et Colbert, on raconte que Colbert avait demandé au Bernin où est-ce que le roi allait dormir. Et le Bernin avait répondu que ce n'était pas une question d'architecture, qu'avec l'architecture, ce n'était pas une question de fonction, c'était une question d'espace, et que c'était un problème d'intendance et non pas un problème d'architecture. Donc l'idée que tout d'un coup à une pièce soit associée une fonction, c'est quelque chose d'assez récent dans l'histoire de l'architecture, et on connaît dans l'histoire vernaculaire, on connaît des maisons qui ne sont pas définies par des fonctions. Il y a l'exemple de maisons traditionnelles à Bagdad, en Irak, dont le nom des pièces n'est pas lié à un nom de fonction, comme manger ou dormir, mais lié à des climats. C'est-à-dire que les pièces elles-mêmes changent de fonction au cours de la journée. On sait que le séjour peut devenir sur la terrasse durant la nuit ou à l'étage supérieur et passe en sous-sol durant la journée en fonction des variations de température. Donc il y a des manières d'habiter qui varient ou des fonctions qui varient. Donc l'hypothèse qui est faite ici, c'est que les nouvelles techniques de ventilation, cette gestion comme ça des taux d'humidité, induit une nouvelle manière de dessiner le plan d'architecture et pourrait inventer une nouvelle manière de penser la maison, d'habiter la maison. Et l'intérêt que j'y vois est aussi une relation plus sensuelle à un moment, c'est-à-dire qu'on habite des taux d'humidité, c'est une réelle relation sensuelle du corps avec l'espace, où l'architecture se définit en fonction de taux d'humidité. Et cette hypothèse qui est faite ici, je pense que c'est la même qui a été faite dans les années 90 avec l'émergence des technologies numériques qui, à un moment, ont transformé la manière de penser, de dessiner l'architecture en fonction des potentialités du numérique. Et c'est la même chose qui a été faite au début du XXe siècle avec l'invention du béton armé ou de l'acier qui a libéré en fait l'espace des angles, qui a ouvert au plan libre, aux espaces filants de Mies van der Rohe. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une transformation de la typologie architecturale à travers l'acceptation des potentiels plastiques, techniques du béton armé et de l'acier. Alors, cette même idée, elle a été reprise pour un projet de concours à Lyon, pour les voies navigables de France, un concours qui a été retenu et sur lequel on travaille actuellement. Donc c'est un mélange en fait de deux projets, puisque ici c'est un premier projet qui travaille sur une espèce de spa, hammam, sauna sur l'eau, aux confluences. Et on voit en fait, de la même manière, c'est en fait une sorte de variation du taux d'humidité entre un espace sec qui se charge progressivement d'humidité et finit très humide ici. Donc la manière de dessiner le plan devient une variation avec bien sûr un courant d'air qui est créé ici et qui pousse l'air jusqu'il se charge d'humidité et qui ressort au bout. Donc le plan est la conséquence de ça. Enfin, c'est comme une grande gaine finalement. L'architecture devient une gaine de ventilation élargie, augmentée, où ça devient un courant d'air habitable, et dans lequel en fait on vient trouver les fonctions ensuite. C'est-à-dire que là, ça sera plutôt l'endroit le plus sec, plutôt le sauna, et à la fin le hammam, c'est-à-dire entre les espaces les plus secs et les plus humides, on vient disposer les différentes fonctions. Là, on a quelques images avec juste ici aussi dans le sauna l'air chaud qui monte et qui vient stratifier Alors, l'idée aussi dans ce projet-là, c'est finalement de réduire en fait les éléments visuels comme ça à leur plus simple expression. Et finalement, c'est plus le courant d'air qui devient le moteur du langage architectural. Alors, un autre élément météorologique, la lumière. Là, de la même manière, en fait, un premier projet qui a été présenté au Centre Georges Pompidou en 2007 pour l'exposition Air de Paris.
On était dans la section en fait architecture, donc il y avait une section art plastique et une section architecture design où on avait été invité. Et le projet s'appelle Diurnisme. Et c'est également une espèce de critique, enfin, en tout cas, non, de décomposition comme ça de la question de la lumière, en se posant la question de, enfin, qu'est-ce que la lumière aujourd'hui et en réalité, il y a eu une modification très importante au début des années 80 par ce diagramme qui a été publié dans Science en 1980 par Alfred Lewy, un scientifique américain, qui montre une relation en fait entre la lumière et les variations de la mélatonine, une hormone qu'on a dans le corps et qu'on voit qui est sécrétée très fortement durant la nuit et très peu durant la journée, très fortement durant la nuit, comme ça. Ça, c'est les situations d'hiver où la nuit est plus longue et les situations d'été où elle est sécrétée plus. On voit déjà ici qu'il y a une correspondance comme ça entre la longueur des nuits et la longueur de la sécrétion de la mélatonine dans le corps. Alors, il y a différentes hormones comme ça qui sont, c'est ce qu'on appelle les cycles circadiens, des cycles journaliers comme ça de variation de température, de cortisol, d'hormones de croissance ou de différentes hormones. Il y a d'autres cycles biologiques qui sont sur les mois chez les femmes ou sur des années avec la puberté. Donc, et l'ensemble de ces cycles biologiques serait très fortement induit par cette variation de la mélatonine qui est une sorte d'horloge biologique du corps. Alors ce que Alfred Lewy a montré dans les années 80, c'est qu'il y avait une relation comme ça entre la lumière et la variation de la mélatonine. Alors ça, c'est une situation durant la nuit, entre 1h du matin et 5h du matin, et on voit qu'il y a énormément de mélatonine sécrétée comme ça durant la nuit. Et là, il a tourné la lumière, enfin il a allumé la lumière, mis une lumière intense, comme ça. C'est-à-dire, on était dans la nuit ici, et puis on tourne la lumière, on allume la lumière, et puis on voit que le taux de mélatonine chute très rapidement, et on rééteint la lumière, on se retrouve dans l'obscurité, et il remonte. Donc on s'aperçoit qu'il y a une relation biologique, comme ça, entre les variations de mélatonine hormonales au niveau du corps et la variation de la lumière, enfin la lumière elle-même. Alors, pour moi, c'est une chose assez extraordinaire, c'est qu'on comprend tout d'un coup qu'il y avait une séparation qui existait en architecture. Enfin, on a toujours pensé l'architecture comme quelque chose d'inorganique, comme quelque chose qui relevait du minéral, ou qui était quelque chose de visible, dans lequel on n'avait aucune relation biologique. Et là, ce résultat, tout d'un coup, met en relation un très traditionnel élément d'architecture, qui est la lumière, avec une relation hormonale. C'est-à-dire que tout d'un coup, la lumière n'est plus uniquement là pour créer une modénature sur une colonne dorique entre des pleins et des creux, dans des modénatures. Elle n'est plus uniquement là pour ne pas se cogner dans un meuble. Elle est impliquée comme ça dans une relation biologique au corps. Donc, il y a tout d'un coup un brouillage qui se crée entre le corps et l'espace, entre l'inorganique et l'organique, entre l'architecture et le biologique, c'est-à-dire que des champs qui étaient traditionnellement séparés se retrouvent mélangés. Alors, le résultat d'Alfred Lewy, en fait, il est lié on sait donc que en fait, il y a ce cycle de mélatonine en fait jour-nuit qui est lié à l'éveil et au sommeil aussi, qui tourne de manière cyclique dans le corps et qui est en relation donc avec la luminosité ambiante extérieure, c'est-à-dire que quand on reçoit de la lumière sur la rétine, ça donne l'information à la glande pinéale qui bloque la sécrétion de la mélatonine. Et c'est ce type de phénomène qu'on a, parce que normalement, il y a un cycle biologique intérieur qui est sur 24 heures ou même 25 heures, on pense, qui tourne comme ça entre sommeil et veille. Et puis, il y a un cycle astronomique auquel on est normalement synchronisé et qui tourne aussi. Donc, on est dans un cycle comme ça. Et puis, quand on a un phénomène de jet lag, c'est-à-dire si on prend l'avion et qu'on se retrouve la nuit, alors que pour notre horloge biologique, on est la journée, en fait, on se retrouve décalé.
Et on a justement cette fatigue, enfin ce phénomène du jet lag qu'on connaît, qui est lié justement à une perturbation comme ça des cycles naturels de la mélatonine. Alors en 2005, j'avais été invité, parce que je travaille sur ces choses-là depuis les années 90, très proche avec une scientifique suisse qui s'appelle Anna Wirth-Justice, et qui travaille à l'université psychiatrique de Bâle sur les relations aux hormones et à la mélatonine. Et elle m'avait invité donc au congrès des chronobiologistes à Eindhoven en 2005, où l'ensemble des scientifiques se retrouvent pour présenter les derniers résultats des études. Et à ce moment-là, une équipe canadienne essayait de savoir, parce qu'on avait compris donc depuis les années 80 qu'il y avait une relation entre la lumière et le fait qu'on pouvait bloquer la mélatonine. Ensuite, en 98, un scientifique canadien avait montré que c'était l'endroit où c'est ce diagramme-là en réalité, c'est-à-dire que là, la lumière blanche, en fait, quand on reçoit de la lumière sur l'œil, les premières expériences étaient avec de la lumière blanche, donc entre 300 nanomètres et 850 nanomètres, donc dans le spectre visible qui contient donc entre les ultraviolets, le violet jusqu'au rouge, donc en passant par le bleu, le jaune, l'orange, comme ça dans le spectre des couleurs. Et là, donc on passe dans les infrarouges ici, dans les ultraviolets ici. Et donc, cette équipe, donc dans les années en 98, on avait vu que c'était plutôt dans le bleu qu'on bloquait le mieux la mélatonine. Et donc en 2005, donc ces chercheurs canadiens ont montré qu'on voit l'efficacité de la suppression de la mélatonine, c'est-à-dire que si on expose avec de la lumière bleue, ici, on bloque la mélatonine. Par contre, au-dessus de 550 nanomètres, donc dans le jaune, l'orange et le rouge, il n'y a plus aucun effet sur le corps. C'est-à-dire qu'en réalité, si on émet très fortement de la lumière dans le jaune, pour le corps, il va percevoir ça comme la nuit. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dissociation comme ça entre la nuit naturelle et une nuit physiologique. C'est-à-dire qu'une nuit physiologique pourrait se situer comme ça autour de 600 nanomètres, tandis que la nuit naturelle couvre l'ensemble du spectre lumineux. Alors, ces différents éléments sur la question de la lumière, en fait, liés aussi à la modernité, m'ont amené à réfléchir à la question de la nuit aujourd'hui, la question du jour et de la nuit. Et en fait, on comprend que l'un des éléments majeurs de la modernité, c'est des distorsions climatiques ou des distorsions temporelles. C'est-à-dire que on peut penser que la modernité naît au début du XIXe siècle, en 1832, au moment où, à Londres, on met en place l'éclairage public au gaz, où tout d'un coup on sort de l'alternance du jour et de la nuit, c'est-à-dire qu'on crée une sorte de jour continu. On sort la ville de l'alternance du jour et de la nuit, parce qu'au Moyen-Âge, en fait, durant la nuit, on était plongé dans l'obscurité, et donc il y avait une sorte de manière de vivre qui était en adéquation avec les cycles naturels. Et la modernité, en fait, le projet même de la modernité est de distordre ces rythmes naturels, et le philosophe allemand Heidegger en parlait très bien en disant que la technique moderne cherche à faire le jour la nuit et cherche à faire l'été durant l'hiver. C'est-à-dire que, comme ici, en fait, dehors il fait nuit et il fait froid, et en réalité dans cette pièce on est comme une lumière de 5 heures de l'après-midi, de 7 heures de l'après-midi au printemps, et on a une température de printemps. Donc finalement ici on est dans une distorsion temporelle, c'est-à-dire on crée une espèce de fin d'après-midi printanier, alors que dehors c'est l'hiver en pleine nuit. Donc cette idée de distorsion temporelle, elle est intimement liée au projet de la modernité,
qui cherche à pervertir finalement les cycles naturels et à créer des sortes de cycles, des cycles humains ou des cycles qui seraient propres à l'activité humaine en dehors des contraintes de la nature. Alors, par rapport à ça, cette idée que la nuit disparaît, qu'on arrive dans un jour continu, en fait, ça a commencé en 1832 et ça s'est amplifié avec le chauffage central qui tout d'un coup a créé des sortes de printemps continus dans les maisons au niveau des températures, avec l'éclairage électrique ensuite, et puis aujourd'hui avec Internet, la globalisation, où on se trouve dans une espèce de plus en plus dans des climats modifiés, des temporalités modifiées, où la nuit disparaît, où on rentre dans des possibilités de jours continus. Alors par rapport à ça, la question, j'avais été invité pour un concours pour l'aménagement d'une rue en Pologne, et la question, l'aménagement de la rue, j'y avais répondu en se disant que finalement les lampadaires avaient été l'invention de ce jour continu. Et est-ce qu'il était possible aujourd'hui de réintroduire la nuit réintroduire la nuit dans la ville, non pas en régressant, non pas de manière réactionnaire, c'est-à-dire en revenant, en rééteignant les choses, mais peut-être en allant encore plus loin, c'est-à-dire comme une espèce de seconde perversion, c'est-à-dire comme si la modernité a perverti le monde naturel, de pervertir la modernité elle-même, et donc de créer en fait une sorte de fausse nuit dans le faux jour de la modernité. Alors diurnisme, c'est ça, c'est une espèce d'inversion comme ça de l'idée du noctambulisme. C'est-à-dire que le noctambulisme apparaît aussi en 1832, c'est-à-dire c'est un moment la possibilité de sortir, d'aller au bal, de sortir sur les boulevards, de commencer à vivre durant la nuit, donc l'invention aussi de nouveaux comportements. Et puis là, le principe, en fait, est finalement de réintroduire une fausse nuit, mais qui a l'air une fausse nuit. En fait, ici, c'est réellement les éléments physiologiques de la nuit, mais qui sans plus aucune apparence de la nuit naturelle. C'est-à-dire que c'est un spectre électromagnétique de 700 nanomètres, des températures froides comme une voûte céleste nocturne. C'est-à-dire que c'est des éléments comme ça qui sont reproduits dans les éléments, enfin comme une espèce de mise en abîme de la nuit elle-même. Et puis là, il y a le son avec. Et donc, parallèlement à ça, on avait renversé les nocturnes de John Field. En fait, on connaît les nocturnes pour piano de Chopin. Et ce qui est intéressant, c'est que la forme musicale de la nocturne pour piano a été inventée non pas par Chopin, mais par John Field, un musicien irlandais, en 1815, donc 3 ans après que Londres ait installé les lampadaires au gaz dans la ville. Et l'idée de la nocturne, c'est un peu cette possibilité qu'on a d'évoquer la nuit durant la journée. On peut jouer durant la journée une petite nocturne qui évoque l'atmosphère. Donc on se trouve aussi dans ce phénomène de perversion ou de distorsion comme ça des cycles naturels, où on commence à pouvoir produire la nuit durant le jour, ou produire le jour durant la nuit, et l'été durant l'hiver. Alors, peut-être un projet qui découle comme ça de cette idée que finalement l'architecture n'est plus seulement la création d'espace, mais devient aussi la construction de temporalité. C'est un projet de café en Autriche, Split Time Café, comme ça, qui est une sorte de division de l'espace en 3 temporalités, une sorte de nuit perpétuelle, de jour perpétuel, et ici d'alternance naturelle du jour et de la nuit. C'est-à-dire qu'à un moment, on crée des espaces qui sont non pas liés à des notions d'espace, mais liés à des questions de temporalité. Alors le mobilier en fait est légèrement adapté, très en conséquence, donc entre des choses plus hautes et plus basses. Et donc
finalement, le principe est de se déplacer. On ne se déplace plus vraiment dans l'espace, mais on se déplace dans le temps. On passe de la nuit en ouvrant la porte, on se retrouve dans le jour et inversement. Voilà. Les derniers projets qui sont liés à la question de l'air. Un projet pour la Biennale de Venise en 2002 où on avait représenté la Suisse. On avait représenté la Suisse donc dans le pavillon suisse, qui est un travail en fait qui peut se lire à différents niveaux. Le premier niveau, c'est celui qui est le niveau réel du projet, c'est un niveau de transformation du langage architectural, c'est-à-dire un moment de travailler sur le vide, sur l'invisible, c'est-à-dire travailler sur la lumière et sur l'air comme élément d'architecture. Donc il y avait d'une part cette lumière très intense qui bloquait la mélatonine, et d'autre part il y avait une réduction du taux d'oxygène dans l'espace de 21% au bord de la mer à 14,5%, qui correspondait au taux d'oxygène qu'on trouve en montagne. Ça, c'était le premier élément, donc un élément presque critique sur le langage architectural, qui cherchait à montrer que les éléments d'architecture étaient dans une relation également biologique au corps aujourd'hui. Le deuxième niveau était une sorte de glissement aussi géographique, c'est-à-dire que tout d'un coup on reproduisait la haute montagne au bord de la mer, non pas de manière narrative ou en racontant une histoire de la montagne, mais en reproduisant les éléments réels de la montagne, les éléments physiologiques de la montagne, donc l'intensité très forte comme on peut en trouver par réverbération sur la neige, c'est-à-dire qu'en un moment on reçoit la lumière, on bronze plus vite à la montagne parce qu'on a la double quantité de lumière qui arrive sur le visage. On a la mélatonine qui baisse encore plus puisqu'on reçoit directement par réverbération la lumière sur l'œil, et puis le taux d'oxygène qui est réduit en fait à 14,5%, qui correspond aux 3000 mètres d'altitude. Donc c'était aussi un peu comme dans le projet d'avant où on sautait instantanément de la nuit au jour en ouvrant la porte. Ici, on passait instantanément d'un bord de mer à la haute montagne en entrant dans le pavillon. Alors, sur la mélatonine, c'est les mêmes éléments. Sur l'air, c'est une relation aussi. On comprend que, c'est-à-dire que si dans les projets sur la lumière, j'ai cherché à montrer que finalement l'élément d'architecture de la lumière s'est modifié, la compréhension s'est modifiée ces dernières années. De la même manière, on sait la question du vide, de l'invisible, en fait, de l'air qu'on respire, qui rentre en nous. De la même manière, en fait, c'est requalifié physiologiquement, c'est-à-dire qu'on voit ici la manière dont l'érythropoïétine, une hormone en fait qu'on connaît chez les cyclistes, en fait, se dopait avec l'érythropoïétine, c'est-à-dire que c'est une hormone qui croît naturellement quand on monte en altitude, c'est-à-dire que comme on a moins d'oxygène, cette hormone compense le manque d'oxygène en multipliant les globules rouges et qui sont acheminés plus rapidement aux différents organes, et donc notamment aux muscles quand on redescend au bord de la mer, et donc on a plus d'oxygène dans le muscle, et donc on a des efforts plus faciles, plus efficaces avec plus d'oxygène. Et cette érythropoïétine, elle monte, on voit là en altitude, en montant en altitude, on voit à 3000 mètres, c'est ça, on voit très rapidement donc le niveau d'érythropoïétine qui monte dans l'espace, qui monte dans le corps. Donc c'est-à-dire que, et là de la même manière, au niveau après il y a aussi des questions peut-être psychologiques qui peuvent naître de ça. On voit une écriture comme ça d'alpinistes, enfin, en montant dans les montagnes, donc au bord de la mer, et on monte en altitude, donc à 5000 mètres d'altitude, à 5500 mètres d'altitude, et à 8500 mètres d'altitude, où on a commencé à avoir des hallucinations et une modification comme ça des choses. Donc le projet lui-même travaille sur ces deux éléments, sur la lumière et sur l'air,
comme élément fondamental de l'architecture, en ouvrant en fait cette compréhension de cette relation physiologique à l'espace, avec le fait que l'organique et l'inorganique ne sont plus séparés, que la peau n'est plus la frontière de l'architecture, que l'architecture finalement pénètre en soi, qu'on respire l'architecture, qu'on reçoit, que la lumière, c'est plus seulement une lumière, mais c'est aussi un rayonnement électromagnétique qui a une relation sur la peau au niveau du bronzage, qui a une relation sur la rétine liée à la mélatonine. Donc il y a finalement un ensemble d'enchaînements qui se mettent en place dans le projet. Alors là, on avait choisi des tubes fluorescents lumière du jour qui contenaient l'ensemble du spectre lumineux et le plexiglas, donc qui laisse, contrairement au verre, qui laisse passer les ultraviolets. Et puis cette position donc au sol qui fait que comme à la montagne ou comme à la mer, on a un doublement de la quantité d'ultraviolets et on reçoit aussi directement la lumière sur les yeux puisqu'on n'a plus la protection des cheveux ou de l'inclinaison du visage par rapport au soleil. Il y avait aussi un troisième élément qui était important, c'est que finalement on avait une sensation de flottement, les images le montrent assez mal, mais il y avait une sorte de blanc très intense, on était à 10 000 lux d'intensité lumineuse ici, et on perdait totalement la notion de l'espace qui disparaissait, les limites de l'espace disparaissaient et on flottait dans ce blanc. Et là, on voit Anna Virge-Justice, la chronobiologiste avec qui on travaillait. Là, on avait aussi dedans demandé à des musiciens du groupe R de composer la musique. En fait, ils avaient fait une sorte de musique pour le squelette, enfin, de vibration d'infrabasse ici, qui mettait en vibration l'ensemble de l'air de l'espace. Alors ça, c'est tout à l'heure, dans l'introduction, on disait que je travaillais sur la force de l'art pour le Grand Palais en avril prochain. Et donc ça, c'est un élément qui est repris, c'est-à-dire que cette neutralité comme ça, où l'horizontalité et la verticalité disparaissent, où c'est un fond neutre. Et il y avait une chose assez extraordinaire, c'est que quand on regardait un mur, en fait, on ne voyait plus rien, mais on voyait réellement les poussières sur l'œil elle-même. C'est-à-dire quand on montait les yeux, on voyait glisser les poussières sur l'œil, et on avait une vision parfaite des corps, il n'y avait plus d'ombre, et donc on lisait parfaitement les volumes et les couleurs des objets. Et c'est un peu cette idée-là qui est reprise pour la force de l'art, c'est-à-dire que c'est mon projet qui s'appelle Géologie blanche, en fait, est l'idée de prendre un taux de réverbération comme ça très élevé, à 85% de réverbération, pour avoir une sorte de neutralité comme un white cube déplié qui devient un paysage sur lequel se détachent les œuvres d'art elles-mêmes qui sont mises en valeur par ce fond neutre. Là, l'avant-dernier projet, c'est aussi sur l'air. Bon, ça reprend les choses d'avant, mais on voit juste des choses liées à la question du renouvellement d'air. En fait, plus on fait du sport, plus on a une activité, on voit ici la fréquence respiratoire qui monte, la puissance, la consommation d'oxygène qui monte aussi, plus on fait de la course à pied comme ça, le débit de ventilation du corps, et donc cette consommation, donc si on est inactif, on devient de plus en plus actif, donc on consomme de plus en plus d'oxygène, et donc c'est aussi une des raisons de la ventilation, bien évidemment qu'il y a la raison de la transpiration aussi, mais c'est une des raisons d'une ventilation plus forte dans une salle de sport où on renouvelle jusqu'à 25 fois par heure une salle de sport, une douche 30 fois parce qu'on dégage beaucoup de vapeur d'eau, tandis que des dépôts, on renouvelle 3 fois, et un hall d'entrée 4 fois par heure, parce qu'on est inactif dedans, on ne consomme pas l'oxygène, et donc on n'a pas forcément besoin de beaucoup de renouvellement. Donc ces éléments-là aussi sont repris dans ce projet-là,
qui va être mixé en fait au projet d'avant pour le projet sur lequel on travaille actuellement pour Lyon, où le plan lui-même se dessine comme un courant d'air, comme une rivière en fait, où c'est comme une petite rivière au départ, avec ses affluents progressifs qui viennent grossir la rivière d'air et qui devient finalement un fleuve à la fin, avec de plus en plus d'air, de plus en plus de renouvellement, et l'architecture est réellement se structure sur un courant d'air. C'est vraiment le courant d'air lui-même qui génère en fait la forme architecturale et la manière d'organiser l'espace et la typologie du bâtiment. Alors ça, je trouvais aussi assez intéressant. D'ailleurs, on a eu une publication récente qui est toujours en kiosque, là, une revue Archistorm, une revue française. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé, c'est que finalement, je crois que dans toute la revue, qui est une grosse revue, c'est le seul plan qu'on voit dedans. Sinon, tout le reste, c'est des photos de bâtiments. Et j'étais finalement assez fier que le seul plan, puisque le plan est l'élément même du langage architectural, donc on sait que l'idée que le plan d'architecte est spécifique à l'architecte, le plan ou la coupe, et que la 3D ou l'image est celle du peintre. Enfin, il y a une division, c'est Raphaël en fait qui en parle au départ, c'est repris à la Renaissance. Donc vraiment cette idée que le plan appartient à l'architecte, tandis que la perspective ou la 3D appartient au peintre. Et donc ça m'intéresse aussi à un moment de revenir à la notion du plan et se dire que finalement le travail de l'architecte c'est un travail sur le plan et ce n'est pas réellement le travail de l'image. L'image arrive peut-être après, mais c'est un moment le travail sur la manière de dessiner un plan. Et de penser un plan. Voilà, et je termine par un très vieux projet d'il y a 10 ans qui est dans les collections de Beaubourg, de salles de sport en fait, qui travaille, qui est un moment de rupture comme ça sur les éléments traditionnels de l'architecture, des matériaux, de la structure, au profit en fait d'un travail sur l'air lui-même, sur le vide lui-même. C'est un projet pour une salle de sport, donc de 98, qui est en fait plus la définition du climat lui-même. Bon, il y a une première partie qui est moins intéressante, qui est sur la manière d'absorber la chaleur par panneau solaire, quelque chose d'assez conventionnel finalement aujourd'hui. Avec le fait qu'on stocke, on préchauffe en fait de l'air ici à l'intérieur dans un stock à galets. On préchauffe et puis on utilise l'air stocké, l'air frais. En fait, on amène de l'air frais qui est stocké dans cette partie, qui est ensuite envoyé donc dans la salle de sport et qui est chauffé, donc comme je le disais tout à l'heure, à 14 degrés Celsius, donc parce que le corps lui-même produit de l'énergie. Et donc on consomme cet oxygène lors de l'exercice physique et on redégage du CO2, du gaz carbonique. Et cet oxygène qu'on consomme, en fait, il sert à brûler les aliments pour activer les muscles. Et en même temps, il y a un dégagement aussi de vapeur d'eau par la transpiration. Et donc, ce CO2 et la vapeur d'eau, en fait, on doit la ressortir du bâtiment. C'est la raison de la ventilation et réamener de l'air frais. Et finalement, le projet, en fait, se dessine comme ça sur la migration de l'air qui vient en fait se condenser en hiver. Donc cette vapeur d'eau et le CO2 vient se condenser ici, si on est en hiver. Donc il y a un changement du gaz, ça passe au liquide, et on alimentait des plantes comme ça qui à la fois utilisaient les minerais de la transpiration, l'eau de la transpiration et le CO2 des joueurs, et par la photosynthèse recréent en fait
grossissait et on proposait différentes essences de plantes liées avec certaines vitamines liées pour combler les choses de crampes ou des choses comme ça. Donc il y avait une espèce finalement de gestion de l'air et de l'invisible comme raison formelle du projet. Voilà, j'ai terminé.